Avec tout ce qui se passe dans le monde, suivre l'actualité est essentiel. Pour faire le point sur la politique américaine, les nouvelles internationales et les sujets de l'heure, retrouvez Christian Latreille et nos journalistes. Sur le terrain, en semaine 16h, heure de l'Est, ici RDI. Nous sommes le jeudi 16 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi. J'espère que vous allez bien. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous encore ce matin. On va revenir ensemble sur des développements au cours des dernières heures, en fin de journée hier, dans le dossier de ces négociations avec les médecins spécialistes et les médecins omnipraticiens, donc médecins de famille et le gouvernement du Québec. On peut pas dire que ça va très bien. Jean-Philippe Robillard va nous faire le bilan de ce qui s'est passé, entre autres choses, fin de la médiation avec les omnipraticiens. Donc, on va revenir là-dessus, faire le point sur ce dossier qui risque encore aujourd'hui d'alimenter l'actualité. Donc, c'est à venir, bien sûr, un peu plus tard dans l'émission. Pour tout de suite, Julie Jasmine est à mes côtés, tout comme Véronique. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Véronique, c'est presque partout chose faite. Le premier gel au sol, mais un peu comme dans Astérix, il y a une région qui continue de résister. Oui, voilà, Montréal qui résiste toujours, du moins du côté de l'aéroport, là, les mesures officielles. C'est certain qu'en banlieue, en périphérie, il y a certaines régions qui ont déjà touché le point de congélation, mais oui, on pourrait peut-être vivre ça la nuit prochaine. Il y a un avis de gel au sol qui est en vigueur. Et si jamais il y a gel la nuit prochaine, on serait pile poil sur la normale. Ça arrive en moyenne autour du 17 octobre. Alors, on serait dans les temps cette année, côté gel au sol. On en reparle tantôt. Une rare normale qui tient. Une rare normalité, oui, c'est une ça. rare Voilà. normalité dans cette météo. Parfois, on vient plus tard avec les développements ou en fait les prévisions pour les prochaines heures, les prochains jours. Julie Jasmine, aux actualités culturelles un peu plus tard à l'émission. Ça a été annoncé hier, mais on va revenir là-dessus quand même. On nous présente ça comme un concert-événement des Cowboys fringants qu'on pourra voir en salle au cinéma le mois prochain, dans quelques semaines. Exact, le 14 novembre prochain, qui coïncide aussi, disons-le, avec le décès de Carl Tremblay. Ça va faire 2 ans qu'il est décédé. Donc, on a une bande-annonce. On nous a envoyé ça hier. Et encore une fois, très fédérateur dans ce qu'on a vu pour les images. Donc, je vous donnerai tous les détails, où ça s'achète, quand est-ce que vous pouvez avoir vos billets, puis quel cinéma vont diffuser ce film événement. Oui, c'est ça. J'ai bien l'impression, effectivement, qu'il y aura foule dans les cinémas pour cet événement-là. Parfait. Ben, revenons justement aux prévisions de la météo tout de suite, Véronique, ensemble. Une journée encore un peu plus fraîche, mais ensoleillée. Oui. Exactement. Donc, on voit de belles étoiles à cette heure-ci, dans un ciel qui s'est relativement bien dégagé. Donc, du beau temps, oui. Un peu de vent aujourd'hui, surtout cet après-midi, vent du nord-ouest, des températures de 10-12 degrés, peut-être jusqu'à 14 par endroit. Dans l'ensemble, c'est plus frais. C'est dans les normales aussi, là, la normale 12 le jour, 3 la nuit. On parlait de gel au sol pour la nuit prochaine. C'est le cas avec des avis en vigueur, des températures qui seront très près ou légèrement sous zéro. Ça vaut pour Montréal, mais l'Estrie, Laurentides, la Naudière, Québec, l'Outaouais, partout, c'est comme ça. Vendredi sera une journée ensoleillée aussi, moins venteux. On maintient les températures aux alentours de 12-13 degrés. Et en fin de semaine, finalement, ce système qui devait nous arriver arrivera assez tard en fin de week-end. Alors, ça nous laisse encore un beau week-end devant nous. Oh non! Un autre, on ne sait plus quoi en faire. On en a trop eu. Donc, des températures qui vont même remonter un peu, près de la quinzaine de degrés samedi, 15-16 degrés. Et dimanche, 15 à 18. Est-ce qu'il y a un dernier 20 degrés qui serait possible par endroit? C'est chose possible. Ciel plus nuageux samedi, cependant, il y aura quand même des éclaircies. Et dimanche, c'est un mélange soleil-nuage et pluie qui arrivera en toute fin de week-end. Du beau temps également pour les gens de l'Abitibi. Aujourd'hui, une dizaine de degrés. L'Est du Québec, il y a plus de résistance nuageuse. On a une faible probabilité d'averse tôt ce matin, 8 à 10 degrés. Dans l'ensemble, ça reste assez gris. Aujourd'hui, ça deviendra variable vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. En territoire ontarien, ça s'ennuage déjà pour l'extrême nord avec des averses cet après-midi. On est très près du point de congélation sur le nord de l'Ontario ce matin. Le maximum, c'est 13 à Thunder Bay. Pour ce qui est de Sudbury, Toronto, Windsor et Ottawa, là, c'est le beau temps qui domine avec les températures qui oscillent entre 12 et 15 degrés. Un petit peu venteux dans le secteur d'Ottawa. Vancouver, sous un ciel variable, 13. Le beau temps se poursuit vers Edmonton et Calgary. La quinzaine de degrés sous le soleil, on aime ça. Des conditions d'automne à peu près parfaites, même un petit peu au-dessus des normales quand même. Pour
pour ces secteurs-là. C'est plus nuageux vers Regina. On aura quelques averses et averses également du côté de Winnipeg. Ça devrait donner un 5 à 10 mm aujourd'hui. 10, 11 degrés. Ce sont les températures maximales anticipées. Alors, soleil et fraîcheur pour l'est du pays aussi. C'est ce qu'on retient sur le sud, sur le centre, un petit peu plus nuageux dans l'est. Merci Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Elle frappée solidement en direction du champ droit. La voiture de droite, Robles doit reculer. À la piste de l'avertissement, circuit. Andrés Jiménez crée l'égalité, c'est 2-2. C'était Olivier, d'abord bonjour. Bonjour. Le début de quelques bonnes frappes des Blue Jays de Toronto qui ont retrouvé leur attaque hier pour vaincre les Mariners à Seattle. Et certains diront enfin parce que depuis le début de cette série, ça a été très timide. Premier match perdu 3-1, donc un seul point marqué par les Blue Jays. Défaite de 10-3 lors du match numéro 2. Donc l'attaque qui était un peu en panne sèche et hier, ça a explosé avec une victoire de 13-4. Et surtout, ce que vous avez entendu, c'est cette première étincelle qui est venue. Circuit de 2 points d'Andrés Jiménez en troisième manche. Troisième manche qui a été féconde avec 5 points marqués par les Blue Jays. C'était 5-2 à ce moment pour Toronto. Puis après, ça s'est enchaîné en quatrième manche. Circuit de George Springer, c'était 6-2. En cinquième manche, circuit de Vladimir Guerrero Jr., c'était 7-2. Il y a aussi Alejandro Kirk aussi qui en a frappé un la manche suivante pour porter la marque à 12-2. Donc, vous voyez comme ça, tout le monde voulait s'inviter dans le bal des coups de circuit hier. Et ça a permis donc aux Blue Jays d'aller chercher une première victoire sur la route pour ramener cette série à 2-1. Donc, les Mariners qui ont les devants 2-1 dans cette série, mais donc les Blue Jays qui montent un signe de vie. Ça, c'est encourageant. On reprend ça ce soir. C'est Shane Bieber qui était au Monticule hier. C'est Max Scherzer qui sera donc le lanceur partant des Blue Jays de Toronto, un lanceur expérimenté. Donc, pourra-t-il permettre à son équipe de pouvoir peut-être niveler la série 2-2? Et ça passera aussi par l'attaque. Un peu comme ils l'ont fait hier. Il devra y avoir des coups de canon. Il devra y avoir aussi une constance dans les coups sûrs et aussi d'être opportuniste sur des chances de marquer comme ils ont fait hier et comme ils ont fait depuis le début des séries éliminatoires pour aller éliminer, souvenez-vous, les Yankees de New York en 4 matchs. Donc, rassurant pour les amateurs de baseball et pour les amateurs des Blue Jays de Toronto qui peuvent savourer enfin une première victoire dans cette finale de championnat. Au tennis, Leila Annie Fernandez atteint les quarts de finale à Osaka. Elle a battu la Hongroise Dama Galfi en 2 manches de 6-1, 6-4 et aura comme adversaire Rebecca Sramkova. Ce sera sa prochaine adversaire au cours de la journée. Il y a aussi Denis Shapovalov, lui qui était à Stockholm. C'était une rentrée pour lui. Il jouait contre le fils de Björn Borg, Léo Borg, joueur qui bénéficie d'un laissez-passer. Ça a été un match un peu plus serré que prévu en 3 manches, mais quand même victoire pour Denis Shapovalov. On est en attente de son adversaire. Ce sera entre le Britannique Jacob Furley et le Suédois Elias Ymer. Et on surveillera aussi Félix Auger-Aliassime à Bruxelles, en Belgique. Match qui aura lieu vers 9h30 ce matin contre Damir Dzumhur. Donc, plusieurs Canadiens en action comme ça dans différents tournois. On approche de la fin de saison. Donc, il y a des points importants pour certains. Pour Félix Auger-Aliassime, davantage, là, s'il veut participer au final de l'ATP cette année, doit aller engranger des points, avoir des succès pour pouvoir être parmi les 8 meilleurs qui participeront à cette finale de l'ATP qui rassemble donc les meilleurs joueurs de la saison. Donc, c'est un objectif qui s'est lancé, puis on le surveillera à Bruxelles, bien sûr. Et le Canadien est en action au Centre Bell. Oui, donc beaucoup de célébrations après cette rentrée montréalaise réussie, cette victoire contre le Kraken. Ce soir, c'est contre les Prédateurs de Nashville et depuis cette victoire et cette rentrée qui a été réussie, on parle beaucoup, entre autres, de cette cérémonie d'avant-match et de ces fameuses chansons qui ont été choisies par les joueurs du Canadien de Montréal et surtout par les Québécois avec du Bob Bissonnette. Pathétique, Loud aussi. Qui devait être sur place. Nos collègues de Trois-Rivières sont allés à sa rencontre. Il devait être au match. Il avait des billets. Malheureusement, il avait un engagement. Il a raté le match, mais il a vu ça de la maison. Puis il semblerait que sa chanson Mon pays, pour Mon pays, je pense, a explosé sur les plateformes d'écoute en ligne. Donc, ce sera peut-être notre trame sonore, peut-être, pour se préparer pour le match de ce soir. C'est intéressant comme concept, justement, que les joueurs choisissent effectivement leur chanson pour rentrer sur la glace, au lieu d'une seule chanson pour tout le monde. Petit aperçu de leur personnalité. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée.
Oui, il a été beaucoup question de l'industrie automobile au pays hier avec cette nouvelle concernant Stellantis. C'est d'ailleurs à la une du Globe and Mail de ce matin qui titre « Ottawa menace de poursuite judiciaire Stellantis » après l'annonce donc de ce transfert d'une partie de sa production aux États-Unis. Mélanie Joly qui a qualifié cette décision d'inacceptable. L'usine de Brampton de Stellantis, faut dire, elle est fermée, rappelle le Globe and Mail, depuis près de 2 ans pour des travaux. Devait produire ce VUS Compass à sa réouverture. On a appris donc hier que ce modèle sera fabriqué aux États-Unis. Mélanie Joly qui rappelle dans l'article que ce transfert de production est inacceptable et que Stellantis s'était engagé légalement à maintenir sa présence au Canada en échange de soutien financier pour ses projets dans le secteur des batteries et de l'automobile. Donc, c'est en une du Globe and Mail qui nous parle également d'une compagnie canadienne qui fait partie de ces pharmaceutiques dans la course à la création de médicaments génériques pour l'Ozempic, donc un médicament pour le diabète, également pour la perte de poids. Il y a une compagnie canadienne qui fait partie des compagnies qui sont véritablement dans une course pour fabriquer et commercialiser, je dirais, la version générique de l'Ozempic, donc moins chère. On va rester dans le domaine de l'automobile indirectement. 2 projets de la filière batterie qui tombent à l'eau à Bécancour. C'est sur le site de Radio-Canada ce matin. Val annule son projet d'usine et General Motors qui met sur pause une pause indéfinie sa phase 2. C'est ce qu'a appris Radio-Canada. Après l'échec de Nordvolt, écrit notre collègue Thomas Gerbet, d'autres projets de la filière batterie tombent dans un effet domino. Cette fois, donc, c'est à Bécancour, dans le centre du Québec. La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, a confirmé cette nouvelle qu'elle qualifie de décevante. Les entreprises concernées ont aussi validé les informations obtenues par Radio-Canada. Donc, vous pourrez lire ça. GM et POSCO qui mettent sur pause la phase 2 de leur projet Ultium CAM pour une durée indéterminée. En conséquence, donc, la minière Val annule son projet d'usine qui devait alimenter cette phase-là. Donc, c'est à lire sous la plume de Thomas Gerbet sur notre site Internet sur le site Internet de Radio-Canada, oui, ce matin. Dans la presse plus, sans diplôme et dans la rue, on parle des anciens de la DPJ. Malgré les programmes et initiatives, les enfants qui passent par le système de protection de la jeunesse ont un taux de diplomation famélique et un haut risque de vivre en itinérance, en situation d'itinérance. C'est un dossier de l'équipe d'enquête de la presse Gabrielle Duchesne et Caroline Touzin qui nous dit que près de 40 % des ex-placés de la DPJ abandonnent l'école à 18 ans et à peine 1 sur 4 va réussir à finir le secondaire avant l'âge de 23 ans. C'est ce que révèle donc une étude qui a été consultée par la presse qui donne l'exemple de 2 personnes, Mike Hull et Alicia Monette, qui se sont rencontrés pendant une fugue du centre jeunesse. À 18 ans, ils se sont retrouvés dans la rue et ils y sont restés pendant des mois. Évidemment, ils ont abandonné leurs études. Évidemment, en vivant dans la rue, c'est extrêmement difficile de poursuivre ces études. On raconte un peu leur histoire et effectivement, la difficulté pour les jeunes qui passent par la DPJ d'obtenir un diplôme. Vous pourrez lire ce dossier donc dans la presse plus de ce matin qui nous parle aussi d'un changement important, réforme du régime syndical. On sait que c'est dans les cartons à Québec. Fanny Lévesque titre « Boulet ira de l'avant avec la cotisation facultative. » Malgré la grogne, le ministre donc fonce avec sa réforme du régime syndical et introduira la cotisation facultative en donnant aux syndiqués donc le pouvoir de refuser par vote de participer financièrement à d'autres activités que la défense des travailleurs. Donc, il y aura une cotisation obligatoire, nous dit la presse, pour assurer la défense des travailleurs. Puis, il y aura une partie de la cotisation syndicale qui deviendrait facultative. Et cette partie de la cotisation, les syndiqués pourraient voter, par exemple, une fois par année en Assemblée générale, s'ils sont pour ou contre l'utilisation d'une partie des cotisations pour tel ou tel élément. Ça risque de faire réagir pas mal aujourd'hui. C'est à lire dans la presse de ce matin. Sinon, le Journal de Montréal, les docs se font la guerre. 200 médecins en assemblée extraordinaire demain. Et il est question donc du Collège des médecins. Qui veut la peau du docteur Gaudreau? Titre le Journal de Montréal. Une assemblée extraordinaire est organisée pour destituer le président du Collège des médecins. Grogne sans précédent alors que plus de 2000 docteurs vont assister à une assemblée générale pour blâmer le président après ses propos controversés. C'est qu'il avait envoyé une lettre, donc le docteur Gaudreau, président du Collège des médecins, sur les moyens de pression, disant que les médecins avaient un droit essentiellement n'avaient pas le droit de faire des moyens de pression, ou en tout cas avaient un devoir professionnel, une obligation professionnelle à remplir, et donc il y a un mécontentement chez bien des médecins. Vous pourrez lire ça en une du Journal de Montréal.
Décidément, les médecins font la une ce matin. Jean-Philippe Robillard vient de se joindre à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Ouais, parce que je vous parlais de cette grogne face oui. au président du Collège des médecins qu'on peut lire en une du Journal de Montréal, mais rien ne va plus non plus entre le gouvernement Legault et les médecins de famille. Les négociations sont rompues maintenant entre les partis. Donc, ça veut dire, Jean-Philippe, que les omnipraticiens vont boycotter là, à partir d'aujourd'hui l'enseignement aux étudiants en médecine, là, des moyens de pression qui avaient été suspendus, mais là, ça reprend aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est un moyen de pression qu'ils avaient reporté au début du mois là, pour entreprendre la médiation avec le gouvernement Legault. Mais après 2 semaines, selon la Fédération des médecins omnipraticiens, Mathieu, ça marche pas. La médiation ne fonctionne pas, selon donc la Fédération des médecins omnipraticiens, qui affirme pourtant avoir soumis des propositions au gouvernement Legault pour améliorer l'accès aux soins de première ligne, des solutions selon la Fédération qui auraient permis d'offrir encore plus de rendez-vous aux patients, à la population. Les médecins, ils déplorent que le gouvernement Legault reste campé sur ses positions, ne fait preuve d'aucune flexibilité selon la Fédération. Et c'est ce qui leur fait dire aux médecins de famille que c'est devenu impossible de poursuivre la médiation avec le gouvernement. Et ce qu'ils demandent maintenant, ça, c'est pas nouveau, mais c'est l'arbitrage pour trancher le litige, pour trancher le conflit. Alors, à compter d'aujourd'hui, vous l'avez dit, donc, les médecins de famille accentuent leurs moyens de pression. Ils vont donc commencer à boycotter l'enseignement. Et ça, bien sûr, ça va avoir un impact important sur les étudiants en médecine, hein, pour les futurs médecins là, dans notre réseau de la santé. Oui, là. c'est ça, effectivement, parce que c'est essentiel, ces activités d'enseignement des médecins pour les étudiants, pour leur formation. Ils emboîtent donc le pas aux spécialistes qui ont cessé l'enseignement dans les universités à la mi-septembre. Oui, et là aussi, selon les informations qu'ont obtenues mes collègues à Québec, ça ne va pas bien. La médiation est d'ailleurs suspendue jusqu'à nouvel ordre avec la Fédération des médecins spécialistes. Et ce qui est au cœur du litige, Mathieu, on en a souvent parlé, c'est le projet de loi 106 du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui lie une partie de la rémunération des médecins à des indicateurs de performance. Et ça ne plaît pas du tout, tant aux médecins de famille qu'aux médecins spécialistes. Oui, c'est ça. Et les fédérations avaient accepté la médiation et voyaient ça d'un bon œil, mais ils ont toujours dit, tant que le gouvernement laisse tomber ce projet de loi 106, le gouvernement a l'air d'y tenir. Comment, d'ailleurs, réagit le gouvernement? Bien, c'est une réaction conjointe de la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, et du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui ont fait parvenir hier à Radio-Canada. Donc, je vous lis cette déclaration. Le gouvernement se désole de la décision de la Fédération des médecins omnipraticiens. Nous avions mis sur table, dit le gouvernement, des engagements pour les groupes de médecine familiale. Nous sommes toujours prêts à négocier selon le gouvernement, c'est ce qu'il dit. Notre objectif demeure que tous les Québécois soient pris en charge par un médecin de famille ou encore un milieu de référence. Alors, c'est un dossier assurément là, qui va faire réagir aujourd'hui, qui va susciter des réactions parce que ça va chambouler l'horaire, ça va bousculer, dans le fond, les étudiants et les étudiantes en médecine. Et on sait que le réseau de la santé en a grandement besoin. Là. Effectivement, on va suivre ça ce matin au cours des prochaines heures. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio. On a appris, Julie Jasmine, dans les actualités culturelles, que l'autrice et animatrice bien connue, Alexandra Diaz, est atteinte d'un cancer. Elle en a fait elle-même l'annonce hier en soirée. C'est ça, sur sa page Facebook. Alors, elle est bien connue, entre autres, parce qu'elle a été journaliste culturelle ici à Radio-Canada. Puis, ses recettes aussi à la friteuse à air, là, qui fonctionnent merveilleusement bien. Donc, elle a dit, on m'a diagnostiqué un cancer du système immunitaire, un lymphome du manteau. Ça, c'est le nom du cancer. Elle a précisé qu'elle devrait commencer là, d'un jour à l'autre des traitements de chimiothérapie pour plus ou moins une période de 6 mois. Puis, elle a dit qu'elle espère se tenir occupée avec un peu de travail, un peu de création dans tout ça pour évidemment garder le moral. Et je vous rappelle qu'Alexandra Diaz a 53 ans.
Bonne chance à elle, évidemment, nos pensées avec elle. Un concert-événement, et on en parlait au tout début de l'émission, Les Cowboys fringants qui va sortir en novembre. Donc, ça va souligner les 2 ans du décès du chanteur Carl Tremblay. Oui, c'est ça, le 14 novembre en salle de cinéma. C'est un concert-événement, donc d'une captation. Et c'est vraiment sur scène, comme si vous y étiez. Ça va bien, Québec! J'espère que vous êtes en forme! Il y a beaucoup de beau monde ici ce soir. On espère que vous allez passer une belle soirée en notre compagnie. Intéressant. Oui, puis c'est difficile de ne pas avoir des grands frissons. C'est sûr. Alors, la voix que vous avez entendue, c'est celle de Carl Tremblay, bien sûr. Alors, c'est une captation qui a eu lieu en janvier 2023 et Carl Tremblay nous a quittés 10 mois plus tard. Donc, et on va retrouver ça en salle. On parle du 14, 15, 16 novembre. Déjà, vous pouvez vous procurer des billets dans certains cinémas, comme par exemple le Beaubien à Montréal. C'est quelque chose qui peut être fait. Le Clap, Sainte-Foy à Loretteville. Puis je regardais aussi Complexe Alma. Les billets peuvent être achetés. Et je vous le dis tout de suite, cette projection-là va faire des jaloux parce que sur la page, sur le site YouTube hier du partage de cette bande-annonce-là, il y avait des internautes français et suisses qui commentaient en disant quand est-ce que tout ça s'en vient chez nous. Bien sûr, parce que les Cowboys, nous, évidemment, c'est nous, ça fait partie de nous, mais on l'oublie parfois, mais ils ont été extrêmement populaires de l'autre côté. Puis c'est pas terminé, bien sûr, mais en ce qui concerne Carl Tremblay, là, ça a touché réellement tout le monde. Et est-ce qu'éventuellement on pourrait penser voir ça, pouvoir l'écouter chez nous? Mettons? On l'espère. En tout cas, ça n'a pas été précisé, par contre, mais la tribu qui s'occupe de toutes les communications des Cowboys fringants, je pense qu'ils ont pensé à quelque chose, certainement. OK. Parlons de l'Office national du film qui va lancer une chaîne numérique pour diffuser ses documentaires en continu. Oui, c'est ça. C'est une chaîne numérique avec des publicités intégrées aux 15 minutes, ce qui veut dire que pour l'utilisateur comme vous et moi, ce sera gratuit, ce qui est un peu à contre-courant des plateformes numériques par abonnement qui existent actuellement. Alors, si votre télé est connectée au web, par exemple, via Samsung TV ou Plex, vous allez avoir accès à ça. Le lancement va se faire en novembre. Ce sera en anglais et en français. On parle d'à peu près 150 documentaires d'auteurs, quelques classiques, mais surtout des documentaires récents. Puis ce qu'on veut, en fait, c'est bien sûr mettre l'accent sur la découvrabilité, mais aussi, on vise en premier lieu le marché américain et éventuellement, peut-être aussi rendre accessibles ces documentaires-là à travers le monde. Et si ça fonctionne bien, là, on a parlé des documentaires, mais on sait que l'ONF, l'Organisme culturel fédéral, est bien sûr très bien coté pour les films d'animation, les productions autochtones. Alors peut-être qu'après ça, on pourrait élargir l'offre. OK, donc ce ne sera pas sur demande, mais ce serait en continu à écouter sur notre télé dite intelligente. OK, merci beaucoup, Julie-Jasmine. Je vous en prie. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Quant à moi, je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée, bon jeudi.